20 000 Français fortunés sont dans le viseur du fisc. Tout le monde en parle. Gabriel Attal en a parlé. Son successeur au compte public, Thomas Cazenave, en a parlé. Nous aussi, on va en parler avec vous, Jérôme Barré. Bonjour maître. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Il y a matière à en parler. Mais oui, vous en parlez, j'en parle, ils en parlent, nous en parlerons. Mais tout de même, il faut faire attention à ce que ce sujet ne soit pas, ou ne se transforme pas d'une façon générale dans l'esprit public, dans une espèce de croisade anti-riches, car tout ça nous aurait forcément, probablement, des conséquences. Oh, des conséquences, c'est-à-dire Des conséquences, c'est que c'est une population qui ne voudrait pas qu'elle soit incriminée, parce qu'elle possède une certaine fortune. On ne peut pas dire finalement que fortuné rimerait avec fraudeur, parce que les gens qui sont fortunés, alors certains sont peut-être parvenus à être riches par la fraude, mais c'est quand même pas le commun des mortels. Les Français sont plutôt des gens honnêtes. Donc on a une certaine paix fiscale qui s'est installée avec l'arrivée de M. Macron. Vous vous souvenez, l'institution d'un IFI au lieu d'un ISF, parce que cet ISF causait beaucoup de départs à l'étranger, la mise en place de la flat tax qui a permis au moins d'avoir une visibilité sur la taxation des intérêts des dividendes et également des plus-values qui pouvaient aller jusqu'à 34%, ce qui n'est pas neutre. Et puis, il est clair que l'exit tax qui avait été mise en place sous M. Sarkozy aussi va freiner ces départs. Donc, si jamais, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on entend des clients et des contribuables, si on fait planer la peur et la stigmatisation de cette population fiscale, qui est aussi plus mobile qu'une autre, parce qu'elle en a les moyens, on peut assister à des départs à l'étranger, ce qui n'est pas souhaitable. Ouais, on a reçu Aurore Laluc ici sur Boursorama. Elle est pas tête de liste, mais sur la liste de Raphaël Glucksmann, PS Place Publique. Elle me disait que pour elle, les riches, les plus fortunés, payaient moins d'impôts en pourcentage que le commun des mortels. Et que ça lui posait problème. Quand on l'entend comme ça, on se dit oui, il y a un souci, il y a un sujet en tout cas. Alors, on a des possibilités, quand on est riche, d'avoir un peu plus de matière pour faire un arbitrage entre le capital et les revenus. Donc si vous vivez sur plus de capital, vous aurez évidemment moins de taxation. Mais ça ne veut pas dire qu'auparavant, vous n'avez pas engendré de la taxation. Pour arriver du capital, il faut de la taxation. Donc c'est une question de séquence dans le temps. Or, comme en principe en France, on est sur un mécanisme d'annualité de l'impôt, on ne voit pas ce qui s'est passé les années précédentes et on ne voit pas toujours ce qui s'est passé les années suivantes. Donc c'est pas aussi simple. Voilà. Bon, après, vous avez dit il y aura peut-être des départs à l'étranger, etc. Mais c'est pas simple de quitter la France. Il y a toujours cette menace qui est faite, les riches, ils vont partir. Alors, non, c'est pas simple. Mais ce qu'on voit, c'est que des régimes de faveur comme le Portugal, qui ont attiré beaucoup de personnes, comme le Royaume-Uni, sont des régimes qui changent. Et donc, on recherche de la stabilité. Ce qu'a fait M. Macron jusqu'à maintenant. Donc, il y a quand même une véritable concurrence fiscale en Europe. On le voit avec les grandes entreprises pour l'Irlande. On attaque l'Irlande parce qu'elle a des régimes de faveur pour les grandes entreprises. Et d'autres pays ont aussi ce type de régime de faveur. Aujourd'hui, en Italie, par an, il y a 2000 familles qui s'installent en Italie, qui viennent pour beaucoup d'Angleterre, mais qui viennent aussi de France, qui viennent même du Portugal parce que le système a été bouleversé. Donc, on a une concurrence qui s'instaure sur l'impôt sur le revenu, mais pas seulement. En France, on a des droits de succession ou de donation à 45%. Au Luxembourg, en ligne directe, on est à 0. En Italie, on est à 4% en cas de donation ou de décès. En Suisse, on est à 0, et j'en passe. Donc, non, n'en passez pas, continuez. Et de meilleurs. Mais il faudrait faire attention à ce qu'on ne se retrouve pas dans une période de panique, à tort ou à raison, et qu'on reprenne la situation qu'on a connue dans les années 90-2000, où le départ était la chose courante. On est dans un système déclaratif, et donc nécessairement il y a du contrôle. Donc le contrôle n'est pas une chose horrible, il est normal qu'il arrive. Et puis le contrôle, il marche bien. C'est quoi, c'est 16 milliards d'euros là Oui, 15 milliards et demi dont M. Attal s'était fait l'écho. Mais ces 15 milliards et demi, ils ne sont pas tous issus de la fraude. On présente ça comme le résultat du contrôle contre la fraude. Non. Il y a des erreurs. Le fisc aussi, d'ailleurs, en pratique, il est loin d'être idiot. Il engage les contribuables, il les pousse doucement à régulariser leur situation, en douceur et avec tact. On a le droit à l'erreur, dont on parle. On a la volonté d'éviter de longues procédures. Des accords sur les pourcentages de pénalités sont possibles avec l'administration, si on se déclare spontanément. Et on sait bien qu'une personne physique, elle est nettement plus vulnérable qu'une société. Une société, elle est entourée d'un staff de comptables, d'avocats, de ceci, de ça, de conseillers financiers. Une personne physique, elle est seule face à l'administration. Donc, son intérêt ou son sens des choses, c'est de pouvoir sortir assez tôt de ce type de discussion. Comment ça marche tout ça, ces contrôles? Il y a des brigades, je ne sais pas comment elles s'appellent. Des brigades. Oui, non, c'est de la DNVSF, je ne sais plus c'est quoi. C'est la DNVSF. Alors vous avez deux types de brigades qui sont les brigades phares en sortant de l'impôt. D'abord la DVNI, Direction de vérification nationale internationale, qui concerne les grandes entreprises, les grands groupes.
Et vous avez la DNVSF, qui est celle qui nous concerne, la Direction nationale de vérification de situation fiscale, le nom est bien compliqué, qui est située pour partie rue de Saussure et pour partie place de l'Argonne dans le 19e, rue de Saussure dans le 17e et place de l'Argonne, puisque c'est issu aussi vous savez, des régularisations d'actifs non déclarés qui avaient attiré beaucoup plus de vérificateurs qu'autrefois. Donc c'est cette brigade, la DNVSF, qui s'occupe des grands patrimoines, des grosses fortunes, des gros revenus. Et qui regarde ces fameux 20 000 familles français fortunés. C'est qui, quel profil ils ont? Alors, en général, il faut que vous ayez un revenu de l'ordre du million. Okay. Vous disposez d'un actif net immobilier qui soit de 5 à 7 millions, ça vous fait rentrer dans le scope, ou bien que vous ayez autrefois une assiette en base de 30 millions d'euros. On tient compte aussi de la notoriété, hein. On regarde les people. L'ouvrage compulsé le plus souvent, pas le plus souvent, mais assez fréquemment par la DNVSF, c'était Gala, Voici, etc., où vous avez des vies publiques de gens fortunés qui sont mises sur le devant de la scène, et évidemment, c'est une source de renseignement. Comment elle intervient, cette brigade au quotidien? Alors, cette brigade, d'abord, elle est constituée de gens qui sont plutôt carrés, qui connaissent bien leur sujet. C'est une recherche de recoupement, hein, on l'avait déjà évoqué, des revenus comparés du patrimoine lui-même, des commentaires dans la presse spécialisée, dans la presse people. Vous savez, c'est la recherche des signes extérieurs de richesse. Si vous vous promenez avec 3 Rolls, 42 chevaux et pas 42 chevaux, 42 chevaux, et que vous disposez de golf dans le monde, mais j'exagère sur ce type de sujet, mais c'est bien ça, on va regarder la différence entre votre revenu et votre train de vie. Ça, on le regarde. C'est cohérent. Ensuite, on va maintenant regarder les éléments digitaux, qui vont être plus rapides, plus complets, et qui vont compiler tout ce qui passe. Donc on va apprendre. Aujourd'hui, l'administration le voit bien, elle apprend en marchant, elle voit bien, elle a ses repères, elle va petit à petit continuer à mettre en place des éléments de recoupement et des clés fiscales, c'est-à-dire à partir de quel moment on juge qu'un client est le concliant qu'il faut aller vérifier ou pas, sur quels critères. Et donc, il est clair aussi que votre environnement va compter. Si vous avez un compte dans une banque frauduleuse au Panama, c'est pas très bon. Ouais. Si vous avez un avocat voyou que vous retrouvez dans tous les mauvais dossiers, dans toutes les structures offshore, c'est-à-dire hors juridiction policée, on va venir vous retrouver. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que ce qui a été annoncé, c'est les vérifications systématiques des successions, des impacts sur la valeur des biens, sur des biens oubliés, des impacts sur les droits d'IFI dans le passé, ou d'ISF, alors l'ISF c'est jusqu'à 2018, et puis également des conséquences sur l'impôt sur le revenu, parce que s'il y a des éléments qui n'apparaissent pas mais qu'on les retrouve, est-il productif de revenus? Donc on va regarder tout ça. Bon, vous avez dit tout ce qui est digital, après il y a l'IA, j'imagine que l'intelligence artificielle, elle s'en sert ou pas l'administration? Ah ben là c'est parti, si je puis dire, on ne va pas s'arrêter, là encore une recherche, et on sait bien qu'on va essayer en fait d'avoir avec le même effort humain, d'avoir un meilleur rendement, d'avoir plus d'argent qui rentre, et donc de multiplier ces rentrées d'argent. Donc on a bien compris qu'aujourd'hui, lever de nouveaux gros impôts, ça ne va pas passer dans la population, donc il n'est pas illogique que l'administration et le gouvernement se disent on va aller rechercher l'argent là où elle est, auprès de gens qui n'ont pas été parfaitement carrés dans les déclarations qu'ils ont pu faire, ou qui ont eu des oublis, ou qui ont aussi des positions fiscales, techniques, qui peuvent être différentes de celles de l'administration. Ce n'est pas interdit de penser qu'on devrait être taxé seulement comme ça et pas comme ça, donc ça institue un débat. Mais évidemment, dans ce cadre-là, les fraudeurs ne vont pas du tout passer au travers. Et c'est ceux-là qui vont quand même être recherchés en premier, parce que ceux-là sont susceptibles de rapporter plus d'argent, plus de pénalités, et sur des périodes plus longues. Ils ont fait quoi ces fraudeurs en général? Les fraudeurs, c'est aller constituer des sociétés à l'étranger en disant que la société a une existence à l'étranger alors qu'en fait elle n'en a pas. Vous cherchez simplement à avoir une société interposée, vous ne mettez jamais les pieds en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Ça, l'administration, elle n'aime pas beaucoup. Elle aime bien un principe de réalité économique. D'ailleurs, c'est ce que dit le Code général des impôts, et c'est ce que disent d'ailleurs en fiscalité nationale et internationale, domestique et internationale, c'est ce qu'on retrouve partout, donc c'est pas du tout illogique. Donc cette DNVSF, elle a aussi renforcé son équipe de direction, donc plus de capacité à négocier, surtout sur les gros dossiers, les dossiers à fort enjeu. 1 milliard de redressement supplémentaire, et ce qui est beaucoup. L'idée, c'est plus 25%, c'est ce qu'avait exprimé M. Attal. Et alors, pour reprendre la formule de Fouquet, jusqu'où ne montrai-je point, jusqu'où ne montrera-t-il point, quo non ascendet. Et c'est là où il faut peut-être être prudent, je n'ai pas de recommandation à donner à l'administration, mais à tirer trop sur l'élastique, on va le tendre, et on va instituer des éléments d'inquiétude pour les contribuables, ce qui est pas souhaitable. Conclusion de tout ça, on se dit quoi? Mais alors, peut-être que ce qu'on peut se dire, c'est que
les personnes très fortunées, elles sont bien entourées, elles sont bien cadrées et elles sont bien suivies. Est-ce que finalement, on n'aura pas un déport sur les classes moyennes fiscales, si je puis dire, celles qui paient beaucoup d'impôts, mais qui ne sont pas tout à fait parmi les plus grands fortunés, parce que pour cela, ils sont bien équipés. C'est quoi le profil, là? Le profil, ça peut être des professions indépendantes, ça peut être des partenaires dans des grands groupes, des gens qui touchent des stock options de façon volumineuse. C'est toute une mid-class qui arrive au capital, qui n'en avait pas forcément avant, qui ne sont pas forcément des héritiers, et qui, par le travail, sont arrivés à constituer un certain niveau de fortune. Ceux-là vont être vérifiés. Il faut voir que aussi, il y a un élément de... Il n'y a pas de fraude là-dedans. Non, il n'y a pas de fraude, mais on ira les regarder. On ira les regarder, et si vous avez déclaré votre stock option, là, vous êtes trompé d'une année, vous avez oublié de déclarer une partie des stock options quand vous étiez en France, alors que vous pensiez que parce que vous étiez à l'étranger, vous ne deviez pas payer, il y aura du redressement, il y en aura mécaniquement. Et puis, ce qui est un levier que l'administration utilise, pas beaucoup, mais elle l'utilise, c'est le levier pénal. En réalité, c'est que si vous avez un redressement sur par exemple, une activité occulte, vous êtes allé sur eBay, vous avez vendu votre collection de terres, on en avait déjà parlé, il y a des montants importants, activité occulte, c'est 10 ans en arrière, 80% de pénalité, et si vous avez plus de 100 000 euros de redressement, c'est directement au parquet. L'administration n'a même pas le choix. Donc l'administration, quand elle discute avec vous, elle va discuter du montant de ces pénalités, face à face. Et elle va vous dire, écoutez monsieur ou madame, qu'est-ce qu'on fait? Et donc vous pouvez vous retrouver dans une seringue où vous devez absolument arriver à sortir du système. L'administration, elle le sait. Elle n'en abuse pas aujourd'hui, mais elle le sait. Et les dossiers qui sont transmis au parquet, aujourd'hui, 87% des dossiers qui sont transmis au parquet automatiquement amènent une peine de prison. Certes, avec sursis, le plus souvent, mais amènent une peine de prison. Ça veut dire aussi que, j'ai envie de dire, c'est un peu exagéré, mais le goût du sang va amener le goût du sang, et il est possible que les procureurs soient moins sympathiques avec le temps. Ils seront moins sympathiques si vous êtes... Et que de sursis, ça passe à du ferme. Exactement, et ça passe à du ferme en ce moment. Et si vous êtes quelqu'un d'avisé, on vous dira, bah écoutez, je suis désolé, vous n'aviez pas tellement d'excuses. Et donc, c'est un sujet qui va aussi entraîner un durcissement. Donc, on sait que dans des périodes déficitaires, l'État recherche des fonds par tous les moyens, et c'est normal pour financer la dette publique, mais on sait aussi que ce n'est pas forcément le poison qui tue, c'est la dose, et si on tend trop le sujet, si on n'a pas assez de souplesse, pas assez de nuances, ce qui n'est, je le redis, pas franchement le cas avec la DNVSF qui est assez attentif à ce genre de choses, mais on ne sait pas ce que dirait un autre gouvernement ou une autre mandature, eh bien c'est quelque chose qui aura forcément un impact sur les personnes fortunées. C'est clair. Merci en tout cas. Explication, point de vue, signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.